Bonjour à tous, bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin dans la Sarthe. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes de choix pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, on attend Anaïs de Tout. Anaïs de Tout et s'est spécialisée. Alors, je vois que tu es connectée, Anaïs, mais je n'ai pas reçu ta demande. Dans ce cas-là, je vais t'inviter, mais il faut que tu quittes le live, s'il te plaît. Parce que là, j'ai reçu aucune demande de participation. Donc, déconnecte. Ah, elle arrive. Ah non, c'est pas. C'est Cyril qui me demande. Cyril, tu as dû faire monsieur. Et donc, le thème de ce live va être sur. Voilà. Tu me sauves, je commençais à bafouiller. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, Ok, super. alors, Et tu vas ça va bien? bien et toi? Alors, attends, je règle la technologie là. Hop, voilà. Par contre, C'est je te nickel. vois plus, mais peut-être que c'est juste chez moi. Bah, écoute, c'est pas grave. Tant qu'on m'entend, c'est pas grave si on me voit Voilà. pas. Euh, moi, je te vois très bien et je t'entends Ok, très bien. super. Bah écoute, c'est vrai que si vous pouvez dire si vous voyez Véronique, parce que moi je suis face à un écran noir, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, Ah oui, carrément. Ah ouais, oui, ouais, ah ouais. je vois rien du tout, donc Ah ouais. Bah, oui, bah, je veux bien si quelqu'un peut dire, mais on va commencer ouais. quand même avec ou sans. euh, Tant qu'on t'entend, c'est le principal, tant qu'on nous entend. Euh, on Voix. voit. Très bien. C'est juste Donc, on voit moi. que ça vient de chez toi. Merci beaucoup pour les réponses. Merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Ouais, plaît? alors bah du coup moi c'est Anaïs de Tout, je suis consultante en comportement canin spécialisée dans les problèmes liés à la séparation, donc je traite globalement que cette problématique en visio, à distance en fait, et tout ce qu'elle englobe parce qu'elle englobe plein de choses différentes. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense, pour la présentation. Et on imagine que tu ne t'es pas spécialisé par hasard. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu de ton chien et oui, peut-être, j'imagine que ça Ouais, vient de là. eh ben en fait, si tu veux, j'étais déjà très intéressée dans ce sujet avant, parce que moi petite, je faisais de l'anxiété de séparation, donc tu vois, il y a tout qui se relie. Et quand j'ai eu Ok. Moka, que j'ai récupéré du refuge, du coup, qui est mon chien, ça s'est tout de suite déclenché. Il n'arrivait pas à rester seul, même quand j'allais aux toilettes, il hurlait. Enfin, c'était la catastrophe. Donc, ça m'a permis de vivre le truc en tant que gardienne et voir un peu l'importance que c'était de se faire accompagner aussi par des pros de qualité. Donc moi c'était Géraldine Méry de Vox Canis, mais voilà, ça m'a inspirée pour pouvoir accompagner plus de gardiens sur cette problématique-là. Très bien. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous définir les différentes troubles d'anxiété? Ouais, alors tu veux Euh, dire les problèmes liés à la séparation du coup? oui, les problèmes liés à la Ouais, séparation pour qu'on mélange pas tout. ouais. Souvent, il y a un mot apprentissage du chiot se met dans le même. Voilà. Est-ce qu'on peut partir sur des définitions avant de Ouais. commencer les questions? Et bien évidemment, vous pouvez poser vos questions. Vous êtes les bienvenus dans ce live pour interagir avec Ouais, nous. alors les problèmes liés à la séparation, t'as raison, c'est des définitions qui sont pas encore très claires et très précises parce que ça englobe toute une myriade de différentes sous-catégories et de sous-sous-catégories avec bah autant de différentes émotions associées en fait. Donc ça fait un petit méli-mélo. Mais en gros, la définition officielle des problèmes liés à la séparation, c'est tous les comportements qui se produisent de manière plus intense ou fréquente quand le gardien ou les gardiens sont absents ou séparés du chien que quand les gardiens sont présents. Donc tu vois, ça englobe plein de comportements différents, mais ça nous permet de faire la différence avec certains diagnostics différentiels, donc tout ce qui peut ressembler à de l'anxiété de séparation, mais qui n'en est pas, parce que ça se produit exactement de la même manière quand le gardien est présent. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le D'accord. chien qui va aboyer sur les bruits de palier à la maison quand le gardien est présent. On va dire bah, le gardien quand il part le chien il aboie, mais en fait s'il aboie exactement à la même intensité, même fréquence quand le gardien est présent,
le déclencheur, c'est pas la solitude, c'est des bruits de palier. Par contre, tu vois, si le chien il commence à aboyer beaucoup plus intensément et fréquemment quand le gardien est absent, les deux problématiques s'ajoutent. Et donc là, c'est un problème lié à la séparation. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, ça c'est la définition large, en gros. Et dedans cette grande catégorie-là, on va avoir des sous-catégories et des sous-étiquettes, en fait, en fonction du déclencheur du problème. Donc, par exemple, on parle souvent d'anxiété de séparation, où là, si tu veux, le déclencheur, c'est vraiment la séparation avec le gardien. C'est pas la solitude, c'est le fait d'être séparé. Donc, ça veut dire que si le chien est gardé par des humains, il va quand même présenter les comportements liés à cette détresse émotionnelle. C'est un cas, du coup, on voit directement que c'est beaucoup plus rare parce que généralement, c'est des chiens qui peuvent se faire garder sans problème. Donc, dans ce cas-là, on parle plutôt de détresse d'isolement, où là, le déclencheur, c'est la solitude, l'isolement. Donc, tant que le chien est avec quelqu'un, parfois, ça peut être un autre animal, mais c'est assez rare. Souvent, c'est vraiment la présence humaine. Tout va bien. Il y a aussi la détresse de confinement, où là, le déclencheur, c'est le confinement dans un lieu clos ou une cage, tu vois, quelque chose de très restreint. Généralement, cette détresse de confinement, elle s'ajoute aux autres, en fait. Il peut y avoir aussi des problèmes liés à la frustration au moment du départ, qui après font un effet de boule de neige tout au fil de l'absence, et la frustration devient une sorte de panique, tu vois. Mais en vrai, quand c'est vraiment diagnostiqué, ces problèmes-là, c'est vraiment, il y a une grande détresse émotionnelle du chien, que ça soit de la panique, de la peur, de la frustration. On va pas mettre d'étiquette parce que si tu veux, les émotions, elles sont pas mutuellement exclusives. Et on peut pas toujours dire pour sûr, ah bah c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis mettre les chiens dans des cases et se dire que voilà, basta, c'est aussi simple que ça. Non, il y a des tendances, on voit des schémas comportementaux où on peut se dire que là, voilà, c'est plus lié à la frustration du départ qui part en cacahuète derrière. Là, ça va plus être vraiment une peur avec un chien qui, globalement, dans sa vie de tous les jours, présente d'autres comportements liés à la peur, etc. Voilà. Et du coup, par rapport au trouble anxieux, l'anxiété de séparation, c'est vraiment défini de base comme un trouble anxieux, c'est-à-dire que c'est lié à un chien qui est déjà présent dans sa vie, déjà anxieux, très intense, très fréquent, qui vont impacter sa qualité de vie, en fait, et son bien-être émotionnel. Et l'anxiété de séparation, ça va être un symptôme de ce trouble anxieux sous-jacent. Et du coup, ça s'accompagne généralement d'autres problématiques de type réactivité, sensibilité au bruit. Voilà, il va y avoir d'autres comorbidités où tout va être lié au trouble anxieux sous-jacent. Et des fois, ça vient tout seul, de manière isolée. Enfin, tu vois, ça prend vraiment des formes différentes en fonction du chien. Et c'est pour ça que c'est important de bien diagnostiquer. C'est ça. On a une question, si le chien accepte d'être gardé par quelqu'un, mais est moins à l'aise, c'est Anne-Claire qui nous pose la question, par le temps d'anxiété de séparation ou le problème d'isolement. Et ben ça dépend à peu près des comportements qu'on observe et de l'émotionnel associé. Est-ce que c'est lié au fait que le chien est séparé de ses gardiens, ou est-ce que c'est lié au fait que le chien est en présence d'humains inconnus? Tu vois, ça peut être différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui vont être très bien gardés par des gens qui connaissent, mais par contre, si tu les mets avec un pet-sitter et que les rencontres sont pas bien faites, s'ils ont une sensibilité à l'humain, ils vont être un peu timides. Donc là, du coup, est-ce que c'est la séparation qui joue, ou est-ce que c'est la timidité envers l'humain inconnu? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être plein de choses différentes. Et il y a des chiens que j'ai gardés qui font tout de suite le transfert sur moi et qui vont me suivre jusqu'aux toilettes, je vais vraiment être l'objet de transition. Donc la garde va bien se passer, par exemple, mais au prix d'un chien qui est très très collant. Donc c'est sa façon de gérer son anxiété, mais c'est pas optimum, j'imagine, intérieurement, émotionnellement pour lui. Et ça dépend aussi parce que tu vois, ça peut être aussi lié à l'environnement qui va être différent. Il y a des chiens qui vont vite utiliser l'humain comme stratégie de gestion, et après enfin c'est beaucoup de chiens, hein. Le chien est quand même une espèce sociale qui va se servir de l'humain comme béquille et comme repère, quoi. Et du coup, oui, souvent ils font transfert et ils utilisent le pet-sitter comme nouveau QG de sécurité, quoi. C'est ça. Et bon, c'est mieux que rien dans ce cas-là.
On va parler des chiots un petit Ouais. peu. Comment s'y prendre pour un bon apprentissage justement de la solitude pour pas qu'il y ait des Ouais. problèmes quand le chiot, si tu as partagé, j'invite tout le monde à aller voir le post, je l'avais partagé en story sur le chiot qui n'est pas une Mhm. page blanche, qui vient déjà avec une histoire liée à Mhm. l'attachement. Et du coup, comment maximiser les chances que ce chiot devienne un chien bien dans Ouais. ses Alors, pattes, quand on a la chance ouais, d'avoir. ouais, tout à fait. Bah, c'est super important. C'est une des meilleures préventions quand même, hein, c'est vrai. Déjà, le premier levier, c'est tout ce qui va être pré-adoption. Donc, bien choisir le chiot, bien choisir l'élevage du chiot, bien choisir, enfin, bien voir les parents, comment ils font la socialisation, etc. Et après, bien faire la transition vers le post-adoption. Où là, il faut déjà prendre le temps parce que c'est normal pour le chiot de pas réussir à rester seul et de pas aimer à rester seul au début. Il connaît ni l'endroit ni les gens. Contrairement au mythe, le chien est le meilleur ami de l'homme. Les relations, ça se construit, ça s'entretient, ça se renforce au fil des jours. Et le chiot a besoin d'apprendre aussi à connaître et à savoir qu'il peut compter sur ses nouveaux adoptants. Donc déjà, ça c'est un aspect ultra important pour la solitude. Parce que la solitude, c'est aussi lié au fait d'être sûr que, bah, ok, ici c'est chez moi, bah, c'est mes humains, donc maintenant, je peux rester seule ici en toute confiance, tu vois. Pour un chiot qui va être normal, c'est déjà important à faire comme travail. Par normal, j'entends qu'il n'y a pas de sensibilité accrue à la solitude ou qui présente pas de comportement lié à la peur en général, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et du coup, le but, ça va être déjà de prévoir peut-être des petites vacances ou alors des solutions de garde en cas que, pour être sûr qu'on puisse, bah, nous, pas arrêter notre vie d'humain, mais en même temps pas l'imposer au chiot qui vient d'arriver, quoi. Donc, essayer de se dire que l'apprentissage de la solitude, on va le faire de manière très progressive, tout doucement, et surtout en achetant bien une caméra surveillance. Hein, elle coûte pas très cher maintenant. Et c'est hyper utile pour voir si vraiment il y a des comportements de stress qui sont plus discrets que tout ce qui va être les aboiements, la malpropreté, la destruction, mais qui vont vraiment être déjà présents et qui vont être les prémices d'une sensibilisation à venir. Donc bien vérifier ça et faire petit bout par petit bout. Quand on dit petit bout, généralement on entend bah on part 15 minutes et c'est bon. 15 minutes, c'est déjà énorme pour un petit chiot. Donc il faut vraiment faire tout petit, encore plus petit que ça et prendre le temps. Juste, il n'y a pas de course. Généralement, les gens, ils ont un chiot et qu'ils vont garder toute la vie. Donc, on investit sur le long terme en prenant le temps au début et en faisant cet apprentissage petit morceau par petit morceau et en regardant bien la caméra et en se faisant suivre par un professionnel spécialisé aussi, si possible, ou même pas spécialisé, quelqu'un qui est à jour dans ses connaissances et qui est dans la bienveillance, quoi. Oui, et il y a l'idée reçue que si on dort avec lui les premières nuits, il va s'habituer. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de cette idée Ouais. reçue? Et ben c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le côté ici c'est chez moi, je suis en sécurité. Ça c'est hyper important que le chiot se sente en sécurité. Et généralement en fait les chiens sont des dormeurs sociaux, ils sont censés dormir en groupe en fait ou avec un autre chien ou en fait ils aiment bien le contact pour dormir ou la présence en fait. C'est-à-dire que je comprends les gens qui n'ont pas envie d'avoir le chien sur le lit. Dans ce cas, c'est ok, mais ils peuvent mettre le panier au pied du lit, dans la pièce, et puis petit à petit l'éloigner. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci si vous voulez dormir avec votre chien toute la nuit en gros câlinou, et ça va pas du tout créer de problème de comportement. Au contraire, ça va l'apaiser, améliorer sa qualité de sommeil, faire en sorte qu'il puisse mieux apprendre derrière et surtout favoriser ce lien d'attachement sécurisé qui est hyper important pour apprendre à rester seul derrière. Donc en fait, c'est plutôt l'aspect on donne la sécurité au chiot, on donne l'affection, on donne le contact pour que derrière le chiot soit bien dans ses pattes et puisse prendre le large, puisse rester seul, puisse devenir autonome. Mais c'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas on met de la distance entre le chiot et nous pour que il devienne autonome, ça c'est pas bon. Ça va créer des problèmes qui sont pas forcément là de base, donc autant éviter. Oui, oui, je te rejoins. Et parfois, les humains ils disent, mais il Mhm. n'a pas pleuré. Donc, c'est pas parce qu'un chien ne pleure pas qu'il n'est pas en détresse. Donc, on dort les premières nuits avec son chiot. C'est une règle de bon Mhm. sens pour la Ouais. suite, comme tu dis. Ça va être. Alors, malheureusement,
malheureusement, c'est pas de gaieté de cœur que je te pose cette question, mais elle est malheureusement conseillée, la cage. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en Alors, penses? du coup, en fait, quand on travaille sur l'apprentissage de la solitude ou la peur d'être seul, on travaille sur l'émotion de fond. Donc, c'est les comportements dérangeants pour l'humain, ils vont être motivés par une émotion sous-jacente. Et pour traiter le problème, on va traiter cette émotion de fond et pas les symptômes qui sont les comportements observables. La cage, le problème, c'est que souvent, on veut régler le problème pour l'humain, donc on supprime les comportements dérangeants mais on ne traite pas l'émotion de fond. Il faut qu'on apprenne aux chiens ou aux chiots que les absences sont un moment de détente, de relaxation, qu'il n'y a rien à craindre, que c'est pas aversif, que c'est pas ennuyant, que c'est pas, il n'y a pas besoin de s'énerver, voilà. Donc il faut éviter de forcer le chien ou le chiot à rentrer dans sa cage et puis à le laisser là et se dire que voilà le problème est résolu, ça ne va pas marcher. Euh, Si, en plus, ça ne supprime pas du tout tous les comportements parce que le chien peut très bien s'arracher les griffes au sang, hurler à la mort, etc. Donc, pour moi, il n'y a aucune utilité à faire ça. Après, il y a des chiens qui aiment être dans des espaces un peu plus restreints. Dans ce cas, une pièce suffit. Hein, il n'y a pas besoin de mettre une cage ou alors une cage ouverte si vraiment le chien aime avoir une petite petit cocon, quoi. Mais la cage fermée comme seul conseil pour traiter le problème, c'est un drapeau rouge. Faites-vous confiance, partez, n'écoutez pas ça parce que ça peut créer des problèmes plus profonds. En fait, si le chien commence à se s'inhiber, à se mettre en détresse acquise, ça va vraiment rompre un peu le lien, ça va vraiment impacter ses stratégies de gestion de manière plus globale, ses compétences de vie, et c'est vraiment pas l'idéal pour tout le monde. Le truc, c'est que du coup, ce conseil peut marcher chez des chiens qui ne présentent pas de détresse émotionnelle hyper forte, mais qui vont juste un peu bougonner au moment du départ ou qui ont juste pas vraiment appris à rester seuls. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a des chiens qui vont très bien s'adapter si tu les fous dans une cage parce qu'ils sont dans une résilience incroyable et que le contact social pour eux, c'est vraiment le truc le plus important. Et du coup, en fait, même si tu mets ton chien dans une cage et qu'il n'est pas content, il t'aimera toujours autant parce que le chien est une espèce d'une grande résilience. Mais c'est vraiment pas l'idéal pour travailler tout ce qui va être euh, des problèmes, il y a une grande détresse émotionnelle, etc. Donc moi, je n'utilise jamais la cage, sauf si elle est ouverte et que c'est le choix du chien d'y aller. Mais en tout cas, comme seul conseil, ça ne traitera pas l'origine du problème. Est-ce que c'est un conseil pertinent d'ignorer son chien avant et après le Ouais, départ? alors, comme pour ce que je te disais tout à l'heure, les mythes, enfin ces conseils génériques, là déjà, dès qu'on voit un conseil générique, on l'évite parce que ça veut dire que c'est sursimplifie le problème. Mais il existe ce conseil parce que parfois il marche. Parce que comme je te disais dans la définition des problèmes liés à la séparation, c'est un méli-mélo, un patchwork de plein de trucs. On parle de problèmes liés à la séparation, des fois pour des choses qui n'en sont pas, et du coup, on dit, ah moi pour mon chien, ça a marché, du coup, c'est que ça marche. Mais c'était pas forcément le même problème, en fait, entre un chien qui bougonne un peu au moment du départ et un chien qui panique quand ses gardiens sont en train de se préparer. Il y a un monde entier, quoi. Donc, on va pas du tout, on peut pas traiter les problèmes de la même manière. Et du coup, dans tous les cas, ignorer son chien comme seul conseil, ça c'est pas du tout utile parce que ça traite encore pas l'origine du problème et euh, surtout ça peut rajouter un côté aversif à un moment qui est déjà énormément pour le chien, c'est-à-dire que quand le chien qui a peur d'être seul voit ses gardiens se préparer, il est déjà en panique avant même que la personne ait passé la porte et du coup l'ignorer, ça rajoute une attitude bizarre de la part du gardien, donc ça enlève du soutien, ça enlève plein de choses, donc c'est pas à conseiller. Et après, en fait, le truc c'est que ça marche pour des chiens qui vont être un peu hauts en émotion au moment du départ parce qu'ils savent pas si on va aller se promener ou si on va sortir, quoi. Et du coup, qui quand le gardien part sont déçus. Du coup, ils vont commencer à un peu râler, aboyer et tout, mais ça va durer quelques minutes et après ils vont aller dormir. Eux, si tu les ignores, ça peut marcher parce qu'on n'est pas sur une détresse émotionnelle ou une peur d'être seul vraiment marquée. Mais c'est vraiment pas l'idéal parce que ça peut partir en cacahuète dans le sens où si tu ignores un chien qui se frustre, il apprend pas du tout à gérer cette frustration-là. C'est tout de suite trop difficile, ça ne met pas en condition de réussite. Du coup, il faut vraiment travailler différemment pour
anticiper et du coup lui apprendre toutes ces compétences de vie là, quoi. Oui. Et peut-être aussi, il y a une juste mesure entre nous devenir Tout à calme, fait. peut-être le saluer calmement, lui transmettre quelque chose, et ou monter dans les C'est ça, sécus et faire un c'est shampoing. ça. Mais, Ou, tout à fait. donc c'est juste la juste dose. Ouais. Mais effectivement, Il y a, il y a une ok. différence aussi entre banaliser les départs et ignorer le chien comme ça. Quand on parle de banaliser les départs, c'est dans un cadre de travail avec des protocoles bien précis, des allers-retours, des étapes d'échauffement, etc. Là, on banalise en fait, c'est-à-dire qu'on fait comme si de réalité, ça fait partie du décor. Mais juste ignorer de but en blanc sans rien mettre à côté, ça servira à rien. Et comme tu dis, l'attitude calme, l'attitude ça peut déjà aider les profils un peu avec une haute excitabilité, tu vois, ça peut déjà les aider parce que ils disent ok, il n'y a pas de, ça va par mimétisme, il n'y a pas de raison de s'exciter quoi. Mais généralement ça suffit pas quoi pour les vrais problèmes liés à la séparation. Là, pour résumer déjà tout ce qu'on s'est dit, le diagnostic est hyper important pour savoir Ouais. de quoi on parle, pour savoir vraiment ce que le chien, Mhm. où est sa détresse dans tout ça, pour bien adapter Voilà. notre réponse. C'est déjà ça. Pour l'apprentissage de la solitude, vraiment prendre au moins 15 jours ou tout un Mhm. réseau de familles, amis, pet-sitters, etc. pour que faire des tout petites Ouais. étapes, aller à la toilette, etc. Et donc les idées reçues comme ignorer son chien, on les laisse passer et voilà, parce que ça peut fonctionner sur un chien qui n'aura pas la problématique puisque le diagnostic ne Alors sera pour les pas. départs, après c'est vrai que j'ai pas parlé des retours, mais au moment du retour, votre chien il sera toujours content de vous voir. Hein. Donc vous pouvez faire la fiesta, ça va rien changer à sa manière de percevoir l'absence en question. C'est-à-dire que si le chien il fait la fête parce qu'en fait il était en stress pendant 3 heures et que du coup c'est sa manière de dire oh mon Dieu tu es rentré, c'est pas mort, ça y est je décharge. Là l'ignorer, bah en fait l'ignorer ou faire la fête ça va rien changer à son association avec Oui, l'absence, tu vois. Euh, ouais. et dans tous les cas si votre chien n'a pas de souci avec la solitude, lui faire la fête au retour il n'y a pas de souci particulier, ça va pas créer des problèmes avec la solitude quoi. Ok. Alors, encore un conseil, et c'est la Ouais. nourriture. Utiliser la nourriture, les congues, la mastication, Mhm. etc. Qu'en dis-tu? Et ben j'en dis comme les autres problèmes que ça dépend en fait. Enfin comme les autres mythes, si tu veux, si ces mythes ils perdurent, encore une fois, c'est parce que dans certains cas ça marche. Et ça c'est hyper important de le savoir, c'est que c'est jamais blanc ou noir, c'est jamais on dit non, on dit oui, c'est pourquoi ça marche, essayer de comprendre pourquoi ça marche, et c'est comme ça qu'on comprendra pourquoi ça ne marche pas des fois, dans d'autres cas. Ça peut marcher dans des cas où, comme je disais, c'est une légère frustration au moment du départ, où là, en fait, la nourriture va vite faire diversion et le chien, il va dire, bah, j'ai autre chose à faire, donc en fait, tu peux partir faire ta vie. Ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Ça marche pour tout ce qu'on appelle le FOMO, donc c'est Fear of Missing Out, c'est vraiment le côté j'ai peur de louper quelque chose, donc quand la porte se ferme, et bah je suis vraiment pas ravie, quoi. Mais s'il y a un Kong à côté, et bah pourquoi pas faire ma sieste pendant. Ah, le son, j'ai plus le son, moi. J'ai plus Est-ce que le là tu son. m'entends, c'est bon? Ah, Ouais, c'est j'ai bon. eu un appel entre temps. Donc ça a coupé à quel moment Ah, du coup voilà. que je sache où reprendre? Donc, pour celui qui est OK, Ouais, ah, bah, il y a un Kong, oui, finalement, voilà, c'est c'est ça. cool. Par contre, s'il y a vraiment une détresse émotionnelle, en fait, ça va pas marcher parce que déjà l'ordre des choses, il est pas bon. On laisse le Kong et on part. Normalement, c'est l'inverse pour faire un vrai contre-conditionnement. C'est le stimulus aversif apparaît, hop, on donne la nourriture pour faire l'association positive. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est la nourriture qui va annoncer l'arrivée du problème. Et du coup, c'est là qu'on peut créer une association négative avec la nourriture. À défaut de créer une association positive avec l'absence, on fait l'inverse. Et il y a des chiens, vraiment, ça peut créer des troubles alimentaires. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on sort à la gamelle, le chien, il est dans l'évitement, il part, il veut plus manger parce que il a appris que aller manger, ça voulait dire que le gardien allait partir, en fait. Tu vois, donc ça peut créer des problèmes assez compliqués après à rattraper.
Mais surtout la technique de ne nourrir le chien que pendant les absences, ça c'est vraiment le pire du pire du pire qu'il faut surtout pas faire. Et par rapport au Kong, du coup, généralement, quand on bosse les absences, on bosse qu'en exposition progressive. Ça s'appelle la désensibilisation systématique. Et en gros, on n'utilise pas de nourriture, on essaye pas de rajouter des objets ou des choses positives. On essaye d'associer le départ et l'absence à de la relaxation, en fait. On veut de la neutralité. Chose qu'on oublie souvent en ce moment dans le milieu canin, c'est qu'on n'est pas obligé de former des associations positives avec tout ce qu'on croise dans la rue et tout ce qui se passe dans la vie. On peut aussi être neutre et on peut aussi banaliser et que ça fasse partie du décor. Et du coup, bah, on n'utilise pas la nourriture parce qu'on veut vraiment créer cette neutralité-là, en mode, bah, l'absence, c'est le moment d'aller se coucher, quoi. On va au lit et puis on dort et après, quand le gardien revient, on fait des trucs ensemble. Mais il n'y a pas de souci, par contre, avec un chien qui n'a pas de souci avec la solitude, de laisser des occupations si vraiment ça peut l'occuper, on va dire. Mais en tout cas, on ne travaille pas la détresse émotionnelle avec de la nourriture dans ce contexte d'absence. Ok, mais en revanche, pour celui qui a de la détresse de solitude, on peut, quand on est là, pour quand même lui donner la mastication, ça sera toujours ça de Ah gagner sur son oui, besoin tout à fait. de décharger. Quand on est là, oui, Voilà, bien c'est sûr. juste. Quand on est là, bien Oui, sûr, toujours. ok, Il faut faire de l'enrichissement, ok. il faut tout ça, remplir les besoins et tout, aucun problème. Mais il faut juste pas qu'il y ait cet ordre des choses dans la tête du chien de mon gardien sort le Kong ou la mastication, il va partir. Tu vois, c'est Ouais, ça qui pose problème. Mm. ouais, ouais. Oui, et comme tu dis, ça peut aller très loin jusqu'à faire de Mm. l'anorexie sur certains chiens, donc ça peut vraiment être. Ouais. Donc, pourquoi, comment ça arrive les régressions quand on commence un travail avec un chien et que tout d'un coup il y a des régressions, ça peut vouloir dire Et quoi? ben alors déjà, dans tout travail, aussi bien fait soit-il, il y aura toujours des régressions. On appelle ça souvent plutôt des phases de variabilité, c'est-à-dire que dans tout apprentissage, on n'aura pas une courbe linéaire comme ça, mais plutôt une courbe qui fait comme ça, parce que voilà, on est littéralement en train de recréer des nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau du chien, donc forcément, il y a des moments où il faut un peu laisser reposer la pâte à crêpes, quoi, et du coup, il faut repartir un peu en arrière pour mieux on recule pour mieux sauter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important de travailler dans tous les cas de manière variable, comme ça, pour que ça soit pas toujours de plus en plus dur. Mais les régressions sont normales dans tout travail, que ce soit la réactivité, la solitude, les soins coopératifs. Enfin, en fait, même nous, quand on essaye de, je sais pas, faire un régime, arrêter de fumer et quoi, il y a toujours des moments où, eh ben, hop, on va partir un peu en arrière, mais après on va reprendre. C'est normal, on ne peut pas apprendre tout d'un coup bien. Après, dans le travail de la solitude, les phases de variabilité, elles peuvent être expliquées aussi par l'influence de plein de paramètres externes, en fait, tu vois, qui vont venir jouer sur l'entraînement. Par exemple, tu vois, je te parlais des chiens qui ont des troubles anxieux sous-jacents. Si le trouble anxieux il n'est pas stabilisé avant de commencer le travail technique de désensibilisation, bah en fait les progrès vont être super variables quoi après derrière. Par exemple, si le chien il a une mauvaise phase dans sa vie et il y a vraiment beaucoup d'anxiété à ce moment-là, il va pas être disponible pour apprendre la solitude, par exemple. Tu vois. Il peut aussi y avoir, par exemple, je sais pas, il y a des chiens qui, quand il fait un peu humide, et ben ils ont mal aux articulations et du coup, et ben là, bim, l'entraînement pour la solitude régresse. Mais si tu veux, nous on fait des collectes de données pour essayer de vraiment voir tous les petits paramètres qui rentrent en jeu et analyser pour limiter ces phases de régression et adapter la difficulté. Par exemple, bah ok, il pleut, on va faire plus facile parce qu'on sait qu'aujourd'hui il va être un peu grincheux à cause de la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, côté humain, donc c'est difficile, un chien qui peut Mm. détruire ou les voisins qui se plaignent parce que le chien aboie. Donc, comment l'humain peut s'aider, comment il peut s'accompagner et aussi, quelle est l'attitude qu'il doit avoir quand il rentre et que peut-être il y a quelque chose de détruit, etc. Est-ce que tu peux... Ah oui, et ça me fait penser, pardon, aussi à l'idée reçue de la Ouais. vengeance. Est-ce qu'on peut... Voilà, ces deux points, si tu arrives à C'est 15 t'obtenir. points, ok. Alors du coup, ici sur le côté de la vengeance, les chiens n'ont pas la notion de vengeance.
En fait, généralement, quand on rentre et que le chien, il fait ses petits yeux du chaque côté, qu'il a les oreilles plaquées en arrière, etc., c'est parce que généralement, il a associé notre retour avec une attitude un peu aversive de notre part. C'est-à-dire, par exemple, il y a des chiens pour qui ça va être juste de râler un peu ou on n'a pas besoin de tabasser le chien pour qu'il comprenne ce qui se passe, juste faire les gros yeux, râler et tout pour quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que si le chien il a tout détruit il y a 2 heures, il va pas se dire ah bah il y a un lien de cause à conséquence entre mon comportement et l'attitude de mon gardien. Non, par contre il se dit quand mon gardien rentre, généralement il est pas d'humeur et bah je me fais un peu disputer, donc je vais essayer d'apaiser mon gardien. Je me fais tout petit pour faire en sorte que on évite le conflit, parce que les chiens, leur but, c'est dans la communication, c'est d'éviter le conflit en fait. Donc voilà, il n'y a pas d'idée de vengeance, c'est vraiment l'aspect. J'essaye de faire en sorte que mon gardien se calme en sortant toute ma panoplie de signes d'apaisement, parce que je comprends pas pourquoi en fait il est pas content. Le chien ne fait pas le lien en fait. Ok. Et et l'autre question c'était Et oui. aussi, attends, j'ai C'était le oublié retour. aussi parce que la vengeance, Enfin, que faire au retour, ah c'est oui, ça? Ouais. voilà, comment réagir nous quand on voit quand même que voilà, on va pas se le Mm, cacher, on a des mm, émotions et c'est normal, l'humain peut être fatigué, agité. Comment réagir au plus mm. Ouais. juste euh, on entend par exemple qu'il faut pas ramasser devant lui. Imaginons qu'il a fait pipi ou Mhm. je ne sais quoi. Est-ce que ça c'est vrai? Enfin voilà. Comment l'humain on peut déjà lui dire Ouais. d'agir euh, Ok. au mieux? Alors déjà, c'est sûr que si on rentre et qu'on voit l'appart saccagé, c'est tout à fait normal d'être un peu déçu, quoi, à dire, pour minimiser. Dans ce cas, il n'y a pas de souci à prendre un temps dans une pièce à part pour essayer déjà de redescendre un peu et de retrouver le côté réflexion, parce que nous aussi, quand on a des émotions, on n'arrive plus à bien réfléchir, donc il faut reprendre ce temps-là pour redescendre et après retourner avec le chien, ou alors directement le prendre et partir en balade, si ça permet de faire redescendre tout le monde en même temps. Voilà, essayer de prendre une grande respiration et se dire que c'est pas de sa faute. S'il fait ça, c'est parce que il était vraiment pas bien pendant l'absence et c'est pas du tout pour me faire payer quoi que ce soit. C'est pas une vengeance. Voilà, il y a rien de tout ça. Après, par rapport au fait de ramasser, etc., je sais pas, je sais pas vraiment en fait les théories derrière ça. S'il y a quelqu'un qui sait, on est ravi de l'entendre, mais je crois pas qu'il y ait de soucis à ramasser devant le chien. Enfin, justement, je pense pas qu'il fasse le lien entre le lien cause-conséquence entre ah bah j'ai fait pipi, il ramasse et du coup ça veut dire que je peux refaire pipi. Enfin, tu vois, je vois pas Oui, le raisonnement non. oui, oui, oui. Ok, ok, très bien. Écoute, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à nous transmettre? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais déjà, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller autour de ce sujet? Par exemple, si on a un gardien qui écoute et qui a ce problème-là et qui sait pas quoi faire, on va dire, pour que je situe un peu. Ouais, Oui, un conseil voilà, en général ouais, que tu ouais. aimerais transmettre. Bah, Et oui, en fait, il y en a plusieurs, alors je vais essayer de faire court. Le vas-y. premier, c'est déjà faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Si vous croisez la route d'un professionnel qui vous fait vous sentir mal à l'aise ou qui vous donne des conseils, vous sentez que ça, c'est un peu contre ce que vous ressentez et que ça vous met pas à l'aise, partez. Il y a aucun souci là-dessus. C'est, c'est bien d'avoir cette intuition-là. Et du coup, faites-vous accompagner par des pros qui vont être spécialisés dans la problématique et qui sauront vraiment diagnostiquer les sous-problèmes et sous-problèmes et travail global à mettre en place. Parce que c'est pas juste le travail sur la solitude, c'est l'accompagnement global du chien de manière systémique. Et donc, essayer de voir comment toutes les choses sont liées, comment travailler les compétences de vie, etc., etc. C'est hyper important. Ensuite, vous n'êtes pas seul, donc si jamais c'est le cas, essayez de vous rapprocher de groupes de soutien, de choses qui vous permettraient de rencontrer des gardiens qui sont dans le même cas. Et du coup, essayez de vous renseigner pas mal sur toute la théorie derrière le traitement des problèmes de la séparation. Je vais pas dire de suspendre les absences parce que ça, je trouve que c'est quand même un conseil
qu'il faut donner quand on a déjà une idée de la nature du problème, tellement c'est lourd en fait à mettre en place dans le quotidien des gens. Mais si jamais les gens n'ont pas le choix que de continuer à travailler seuls, essayez quand même de limiter les absences le temps de poser un diagnostic sur le problème pour éviter de sursensibiliser le chien si jamais il y a vraiment une grande détresse émotionnelle derrière. C'est hyper important. C'est pour éviter que le chien soit réexposé continuellement à cette détresse émotionnelle et qu'après ça soit encore plus dur à rattraper derrière, quoi. Alors attends, j'ai vu des Et, petites questions. Oui, dis-moi, pardon, je t'ai coupé. ah, non, non, vas-y. Moi, j'ai pas vu les questions, mais Si, j'en ah ai oui, plein qui sont passées. Il y en a une. Ah bah, Ouais. je les avais pas. Je vais m'excuser, je les avais Alors, pas. Donc, il y en avait une sur la médication, je crois. Il y en avait, attends, parce que du coup, c'est un peu galère à chaque fois pour remonter tout. Tu les vois ou pas? là, j'en vois une. Quand on rentre et le chien est tout excité, nous demande des câlins, etc. Beaucoup de Ouais. personnes me disent qu'il ne faut pas le caresser, mais Ça, on a l'ignorer. Ben, on a un vu. peu Ouais, répondu. on a vu tout à l'heure. La médication, je Et, crois qu'il y avait une question sur la mais, médication. mais c'est une très bonne Ouais, question. ouais. Qu'est-ce que tu nous dirais comme ça sur la médication Ouais. chimique et naturelle Je sais plus exactement ce qu'était la médication. Je pense que c'était sur les psychotropes, donc les anxiolytiques antidépresseurs, qui sont quand le diagnostic est posé, donc c'est-à-dire quand on a vraiment une détresse émotionnelle qui est importante et qui impacte la qualité de vie du chien, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on médicamente un chien généralement pour faire béquille au travail et surtout améliorer sa qualité de vie, parce que être constamment exposé à de la peur, à de la panique, c'est vraiment quelque chose qui impacte énormément aussi la qualité de vie du chien, à du stress chronique, etc. Ça joue sur plein de choses, ça joue sur le sommeil, ça joue sur l'humeur, ça joue sur les douleurs, ça joue sur les apprentissages. Et du coup, avoir cette béquille-là, généralement, c'est vraiment utile parce que c'est un travail qui va être assez long, assez difficile à mettre en place. Et du coup, il faut pouvoir compter sur ça. Et c'est assez efficace en fait, si tu veux. Généralement, on pense que ça va changer le chien du tout au tout, que ça va le faire dormir, changer son tempérament et tout. Pas du tout en fait. Ça rehausse un petit peu le vase pour qu'il soit moins plein, moins vite en fait. Tu vois. Donc ça permet de recréer un petit espace pour mettre des apprentissages le temps du travail, parce que quand on est sur des troubles anxieux et des problèmes liés à la peur, on peut pas sous-estimer l'impact que ça a sur la qualité de vie du chien, tu vois, quand même. Donc, c'est des super béquilles, ouais. Alors, j'étais pas là pour la réponse sur s'il ne faut pas le caresser, le chien quand on rentre, si vous Oui, il y avez aura le un temps d'y replay. répondre. Il y aura bien sûr il y aura le replay qui sera Mhm. disponible. Et puis, je pense que là, il y a deux choses. Il y a le chien qui n'a pas de problème Mhm. d'isolement, qui est très excité. Effectivement, on va peut-être poser les choses pour pas qu'il saute, puisqu'après, on voudra pas qu'il saute dans d'autres situations. Donc, peut-être il y a deux sujets dans cette question. Mais en tout cas, pour les chiens qui souffrent de troubles d'anxiété liés à l'isolement, on n'ignore Mhm. pas son chien. On lui dit bonjour, on est poli. Donc voilà. Bah écoute, on arrive à la fin de. On va clôturer, sauf s'il y a quelque chose que tu veux rajouter Euh, ouais, ben sur c'était, ce on sujet. n'ignore pas le chien et surtout, en fait, on le met en condition de réussite et on traite l'origine du problème, c'est-à-dire l'émotion de fond, sans essayer de jouer que sur les comportements qui sont la phase immergée de l'iceberg, quoi. Ça, je sais pas Est-ce que si c'était clair. Est-ce que justement les personnes formées comme toi, est-ce qu'il y a un annuaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être je pourrais Ouais. rajouter sur le live Alors, replay? ouais. Tu pourras peut-être me... Parce que est-ce que toi, tu as encore des dispos? Comment... On sait que c'est par visio, donc ça c'est super, ça veut dire que tout le monde peut en Mhm. bénéficier. Mais est-ce que, voilà, sur le choix Ouais, du alors professionnel, ça, c'est une grande question. Si tu veux, au jour d'aujourd'hui, on se dit spécialisé en problèmes liés à la séparation quand on est certifié. Donc, il y a les deux certifications principales qui sont celle de Julie Naismith, ça s'appelle SAPT. Et sinon, il y a aussi la CSAT, CSAT de Malena Demartini. Les deux, en fait, généralement, traitent de l'aspect technique du problème, c'est-à-dire comment construire des plans
des sensibilisations efficaces, ultra techniques, avoir tous les outils, etc. Ça ne traite pas généralement de l'aspect trouble anxieux sous-jacent, accompagnement des problèmes liés à la peur, tout ça, ça reste des certifs qui durent 3 mois, on peut pas tout voir. Du coup, voilà, il y a des gens qui sont pas certifiés par ces organismes et qui vont être très très bons en fait dans le traitement des troubles anxieux, des problèmes liés à la peur et tout, et qui vont du coup déjà savoir faire des vraies désensibilisations. Et il y a des gens certifiés qui vont avoir l'aspect technique, mais qui vont pas avoir le côté fond de tout le reste, qui est quand même super important pour que les progrès soient durables. Et voilà. Du coup, c'est difficile de te dire un annuaire parce que tu vois, c'est pas régulé, donc c'est dur. Mais déjà, aller vers des pros certifiés, ça permet déjà d'avoir un pro qui connaît la bonne technique. Mais si on peut vérifier que ce pro, donc soit SAPT ou alors CISAT, soit en plus de ça formé globalement sur les troubles anxieux, les problèmes liés à la peur et qui a de l'expérience dans la gestion des problèmes liés à des émotions assez fortes, c'est le top. Voilà. Mais du coup, là, il n'y a pas d'annuaire précis, quoi. C'est difficile de dire. Ok, ok. D'accord. Est-ce qu'on prévient toujours son chien quand on part demande Tout Cyril? dépend du chien. Il y a des chiens qui ont besoin de prévisibilité, de rajouter des signaux, etc. Il y en a, en fait, si vous voulez, vous faites tellement, déjà, sans rien dire, sans rien prévenir, on donne déjà tellement d'informations au chien, juste avec nos mouvements, avec le fait qu'on s'habille, avec le fait qu'on va à la porte. Les chiens, ils sont pas teuteux, ils savent très bien qu'on va partir. Mais c'est vrai que il y a des chiens qui ont besoin qu'on rajoute un signal vocal ou qu'on fasse un petit rituel avec un petit bisou ou autre, en fait. Mais tout dépend du chien et de la situation, quoi. Parfois, c'est l'humain que ça Oui, c'est rassure ça, oui. de le dire, Ouais. c'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, c'était super. Alors bien sûr, le live a ses limites, c'est vraiment des petites pistes, des Tout à questions, fait. mais je suis contente qu'on ait abordé les idées Mhm. reçues. Déjà, c'est intéressant. Pour le petit rituel de clôture, si tu étais à ma place, qui aimerais-tu Eh ben interviewer? écoute, en valeur sûre, on va dire Géraldine Méry de Vox Canis. Donc c'est elle qui m'a formée aussi Et- sur l'aspect troubles anxieux et problèmes liés à la peur, qui est spécialisée elle dans les chiens des rues. Voilà. D'accord. Donc du coup c'est hyper intéressant parce que bon c'est un sujet aussi très vaste et très très pointu. C'est ouais, super intéressant. Et écoute, bah écoute, c'est une piste pour Parmi d'autres, pourquoi hein, il y pas. en a plein. Oui, ok. Euh, Est-ce que Moka est suivi ton chien en Eh ben ostéopathie? écoute, non, parce qu'il n'est pas manipulable par une tierce personne. Et vu que l'ostéopathie, c'est mieux quand le chien est vivant. Enfin, c'est-à-dire, moi, si tu veux, je peux faire l'ostéopathie sur Moka s'il est sédaté. Donc c'est moins intéressant parce que je crois que, enfin, je suis nulle en ostéopathie, mais en gros, t'as pas tous les ressentis qu'il faut. Ah, Mais bah j'aimerais, c'est oui. très important. Les suivis ostéo, je le dis beaucoup dans mes suivis parce que je suppose que c'est ta transition. Oui, c'était ma petite transition puisque ce sera ma prochaine Ok. invitée, Charlotte Coupé, qui est ostéopathe. Et effectivement, je te rejoins. L'idée d'une manipulation, c'est Hmm, que le chien soit c'est ça. en détente, en parasympathie. Après, il y a l'aspect mécanique, mais effectivement, et là aussi, le choix enfin, ça va être hyper intéressant. On va parler de tout ça aussi. Donc, ce sera le prochain Ok. interview. En tout cas, je te remercie. Je mets le replay dans la foulée. Il sera disponible autant de temps qu'il le faut. Ouais. Je te remercie encore beaucoup. Je remercie tous d'être Bah, venus. merci à Et toi. puis, comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Ciao à tous, bonne Bye. soirée, Au à revoir. bientôt.